Oui, donc une petite effectivement précision sur le titre, puisqu'il a évolué au fur et à mesure qu'on avançait, puisqu'au départ, nous ne devions parler que du Front National. Alors pourquoi le Front National? Parce que étant du Pas-de-Calais, et on menait campagne donc également avec Jacques, dans le bassin minier, on a vu les résultats aux dernières législatives, où dans un bassin ex-minier et fortement industrialisé, textile, sidérurgie, métallurgie et surtout donc les mines, dans ce bassin minier, cette partie du Pas-de-Calais, sur les 5 circonscriptions, le Front National a emporté 5 circonscriptions, alors que ce secteur était pourvu de députés socialistes, qui, pendant des années, ont eu l'hégémonie sur le secteur. Donc on avait fait une première vidéo à l'université d'automne d'Annel, l'année passée, en Normandie. Et cette vidéo, moi je l'ai regardée encore une fois, mais il n'y a rien à retirer, quoi. On avait dit, on ne va pas dire qu'on avait lu dans le bar à café, mais on avait quand même senti le coup. Des propos, moi j'ai eu des retours qui ont été pas toujours agréables chez les gens qui avaient pu visionner cette vidéo, notamment sur le fait que je disais, dans le secteur et contextuellement, que le Front National ne commettait pas d'erreur majeure. Et maintenant, je pense que la démonstration est faite. Alors ça a évolué parce que on n'allait quand même pas offrir une tribune à Mme Le Pen, parce que c'est quand même un peu plus compliqué et plus chiadé, je dirais, que la seule présence de Mme Le Pen dans ces 5 circonscriptions. Donc c'est 5 sur 8, ils sont 8 à l'Assemblée nationale, on en fournit 5. Bon. Donc on a évolué, on en a discuté avec Jacques, en disant, bon, le véritable problème, en fait, si on veut avoir une vue un peu plus globale, c'est d'examiner donc les enjeux, les tensions et les oppositions qui se manifestent contre Macron. On a utilisé, pour les vertus pédagogiques, des termes encore de droite et de gauche, en sachant que c'est pas très juste, mais il fallait classer les choses. Alors en propos, donc je vais m'occuper un peu de la droite, quoi, donc les Républicains principalement, et le Front National, bien sûr. Mais en avant-propos, je souhaiterais dire un petit mot supplémentaire qui m'est venu lors d'un atelier avec Benoît Martin sur l'état des luttes sociales, etc. Donc, en introduction, je voudrais parler, dans un premier temps, des représentants du peuple qui siègent actuellement à l'Assemblée nationale. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Et là, je parle principalement de République En Marche. Une étude du CEVIPOF, que j'ai captée, que j'ai vue, indique que sur les députés de la République En Marche, pour le CEVIPOF, on a 68,60% de députés qui sont issus des classes supérieures. Là-dedans, il y a une très forte présence des chefs d'entreprise, et notamment dans le secteur des ressources humaines, de la communication et de la publicité.
des start-up aussi, hein, mais ce sont quand même des chefs d'entreprise. Les cadres supérieurs sont eux également nombreux et viennent principalement du secteur bancaire et des assurances. Enfin, sur 54 députés de la République En Marche, ont suivi des études hautement spécialisées dans la gestion d'entreprises auprès d'organismes plus ou moins gérés par le MEDEF. Ils ont un tas d'organismes. Donc voilà, le premier truc, c'est qu'on ne peut pas être surpris du comportement et du discours de Macron. Et, bien entendu, de sa majorité parlementaire. Sur les membres du gouvernement, parce que la République En Marche, droite-gauche, c'est assez compliqué, donc, mais il faut quand même en dire un mot. On a, dans les membres du gouvernement, je vais citer les principaux, parce qu'on n'a pas le temps d'aller plus de façon plus complète. On a par exemple le Premier ministre, Édouard Philippe. Certes, c'est un haut fonctionnaire, mais il a aussi été directeur des affaires publiques d'Areva. Et quand on dit directeur des affaires publiques, ça veut dire que c'est un lobbyiste. La ministre des Transports est l'ancienne présidente de la RATP. Et l'inénarrable ministre du Travail, je ne sais plus, Muriel Pénicaud, a été de nombreuses années DRH du groupe Danone, une multinationale qui est assez puissante. Au passage, elle a été l'adjointe de Martine Aubry, qui a été elle aussi directrice des ressources humaines de chez Danone. Bon, je passe sur les rémunérations. C'est quand même intéressant de dire qu'elle est passée d'1 212 721 € en 2012 à la coquette somme de 2 388 877 € en 2014, empochant au passage une prime de 4,7 millions d'euros en stock option suite à un plan social chez Danone. Rien d'illégal, hein, bien sûr. Rien d'illégal, hein, mais pour aussi donner le contexte. Elle arrive à bouffer. Comment? Ben oui, il n'y a pas de verre. Ah, tu fais. Alors, voilà, donc ça, c'est pour fixer un peu le paysage, quoi, parce que bon, on peut faire un développement sur la politique de Macron, sur son néolibéralisme, sa volonté d'intégration européenne, d'accélérer les choses, etc. Mais je pense que c'est quand même pas mal de dire concrètement à qui on a affaire et de dire que ce sont vraiment les représentants zélés de la classe dominante. Ils ne sont pas là par hasard. Voilà. Donc tout cela nous amène à dire, avant d'examiner les hypothétiques oppositions à Macron, et les oppositions qui viendraient de la droite, entre guillemets, qu'il nous faut aussi confirmer, et ces élections sont un indicateur, une véritable fracture de classe. Alors, désolé pour les chiffres, mais je les cite quand même, toujours par les études, hein, c'est VIPOF, c'est tout que j'ai capté sur des organismes sérieux. Au premier tour des législatives, 66% des ouvriers se sont abstenus. Une majorité d'entre eux avaient voté Marine Le Pen au présidentiel. Si on compare le taux d'abstention et le niveau de revenu, c'est quand même aussi des indicateurs
59% d'abstention pour les électeurs gagnant moins de 1250 €. 42% pour ceux qui gagnaient plus de 3000 €. Donc voilà un peu le paysage. Dire aussi que les gens, bon, nous on les a rencontrés dans une campagne électorale, mais on les continue à les voir, ben, je crois qu'ils ont pertinemment compris qu'il y avait vraiment un problème d'offre, un problème sérieux d'offre politique. Parce que quand on leur dit, ben, il faut élire des gens qui vont transcrire dans le droit français 80% des directives européennes, ils n'ont pas tellement envie d'aller voter, c'est pas très sexy. Ensuite, quand on leur parle de tribunaux arbitraux, ils disent mais qu'est-ce qu'on va faire dans ce système-là? À quoi on sert? Quelle sera la portée de ma voix? Alors j'en termine avec cela pour un trait d'humour, toujours concernant la République en marche. J'ai parlé de leur profil, hein, classe dominante, etc. Et là, je parlerai de leur mode de recrutement, puisqu'on est dans la logique de l'entreprise privée. Ce sont des managers, ils travaillent dans les ressources humaines. Alors, leur mode de recrutement est intéressant. Bon, je pense que vous le savez, mais c'est toujours utile de rappeler des choses de ce genre. Les candidats députés de la République en marche, pour être investis, on va dire comme cela, ont dû déposer un CV, une lettre de motivation et avoir un entretien avec un cabinet de recrutement, pas privé, qui était présidé par Jean-Paul Delevoye. Alors Jean-Paul Delevoye, c'est un mec du Pas-de-Calais d'ailleurs. Hein. Nous, on cumule les tares. Hein. Et donc, quand ça va mal. Il a fait tous les circuits, ministre d'État, sénateur, président de l'Association des maires de France, président du Conseil économique et social. Et puis Macron l'a pris comme recruteur en chef. Et voilà comment, je crois que ça va plus loin, on ne va pas développer, mais c'est quand même intéressant de savoir comment un mouvement comme Macron, qui, qu'on le veuille ou non, a gagné, quoi, a percé, a pu utiliser ce style de technique entrepreneuriale et pour avoir quelque chose comme 318 députés à l'Assemblée nationale. Ça n'explique pas tout, mais c'est intéressant de le faire pareil. On fait pareil? Non mais Jean-Paul Delevoye est pris en fait. Là il s'occupe des retraites. Hein. Voilà, on ne peut pas tout faire. Il s'occupe de la réforme des retraites. C'est un grand commis. Donc voilà, donc c'était un peu pour... c'est le contexte. Et là on va arriver au cœur du sujet. Un peu difficile à traiter parce que quand on dit recomposition, ça veut dire que c'est un processus qui est en marche. C'est-à-dire que les choses se passent en ce moment. Macron, qu'on le veuille ou non, a fait péter la marmite, la maison, et maintenant les autres, les pseudo-opposants, pas sur le fond bien sûr, eh bien, ils sont bien obligés de réagir et de se recomposer. Alors je vais commencer par les Républicains, en précisant que c'est le nouveau nom de... Avant il s'appelait l'UMP, et qu'en 5 ans ils ont changé 3 fois de nom. Donc une preuve de stabilité intéressante. Alors 6 mois de présidence Macron, puisqu'on en est là, on fait quand même tomber les illusions. Macron est bien à la tête d'un gouvernement qu'on peut qualifier de droite et s'engage dans la défense et le développement des intérêts de la classe capitaliste. Ça ne peut pas être plus évident. Quand je dis classe capitaliste, ce sont les dominants, pas les PME. Hein, Et cette fonction, logiquement, elle devrait revenir à un bon parti de droite traditionnel, qui, pendant des années, représentait cette classe sociale. C'est-à-dire, pour
pour faire court, la bourgeoisie. C'est des concurrents. Alors, quid, que faire? Après l'élection présidentielle, qui a été confortée par la vague En Marche, ensuite, les Républicains, et ça je l'ai vu sur des blogs, leurs sites, etc., en dehors de l'enfumage médiatique, des petites phrases en 2 minutes chez Apathy ou chez d'autres, ont reconnu l'évidence. Et ils sont d'accord avec la politique de Macron sur l'essentiel. Mais leur job, leur boulot, c'est quand même d'exister ou voire de subsister. Alors, dans ce mouvement républicain, les républicains, eh bien, certains ont carrément sauté dans le char du vainqueur, du Jupiter. D'autres ont formé un petit groupe qu'on appelle les constructifs, à l'Assemblée nationale. Et puis il reste le reste. Et la porte reste ouverte à la droite libérale. Bon, contexte général, mais le processus est en cours, puisqu'en décembre il y a un processus électoral interne aux Républicains, il y aura une élection du nouveau président des Républicains. Alors il y aura 2 challengers, je le précise parce que j'ai regardé un petit peu les choses. Là. Le premier, c'est Maël de Calan. Alors Maël de Calan a été le bras droit de Juppé pour conduire la campagne des primaires. Il a écrit un petit opuscule qui s'appelle « Lutter contre le Front National ». Alors je vais vraiment le caricaturer. Moi je suis tombé dessus, je l'ai trouvé dans le train, alors je ne vais pas acheter. Chapitre 1, Marine Le Pen. Alors c'est contre le Front National, contre Marine Le Pen. Marine Le Pen n'est pas responsable parce qu'elle veut sortir de l'Union européenne. Ce qui risque de, en gros, foutre le bazar dans l'économie et surtout pour nos entreprises qui ont des antennes en Europe, etc. Chapitre 2, Marine Le Pen a tort de sortir de l'Union européenne et de l'euro parce que c'est la seule façon pour que l'Europe puisse décoller. Certes, il faut avoir des modifications au niveau de l'Europe, etc. Donc c'est un jeune type qui représente un peu la tendance juppéiste. La deuxième, c'est Florence Portelli, qui elle est une représentante directe de Fillon. Et qui représente en gros Fillon, c'est-à-dire la droite traditionnelle de province, propre sur elle, très honnête, avec plein de valeurs. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis notre camarade Laurent Wauquiez. Alors lui, bon, je ne vais pas le présenter, mais c'est un dirigeant de droite bien connu, bien marqué, dirais-je. Et quand tu l'appelles camarade, il ne comprend pas. Et il comprend. Alors Wauquiez, lui, a toutes les chances, toutes les chances d'être élu, compte tenu de la fausse concurrence qu'on lui a collée, et puis compte tenu aussi de son expérience, de ses réseaux, etc. Bon. Alors bon, son itinéraire, c'est vraiment effectivement la droite pure et dure. Et malgré quelques effets de manche médiatique, logique, puisque quand on est en campagne électorale, on va critiquer le gouvernement, mais quand on regarde bien sur ses blogs, sur ses trucs, il n'est pas en profond désaccord avec la ligne d'Emmanuel Macron, c'est pas vrai. Alors, l'hypothèse que j'avance à discuter, c'est Wauquiez sera sans doute élu président,
Et sur le fond, Wauquiez, même s'il s'en défend maintenant, parce que, toujours pareil, il est en campagne électorale, n'a plus d'objection de principe à une alliance avec une extrême droite, qui sera probablement aussi, elle, recomposée. J'y viendrai après. Puisqu'eux aussi sont en congrès, départ de Philippot et tout le machin. Alors je dis ça pourquoi? Parce que, regardez un peu encore une fois, quelques chiffres. Wauquiez, d'ailleurs il le dit à un moment, je crois que c'est sur son site ou un blog de ses... a constaté que 20% des électeurs de Fillon ont voté pour le FN au deuxième tour de la présidentielle. Que 32% des électeurs de Fillon se sont abstenus ou ont voté nul ou blanc. Ça veut dire que le grain à moudre, pour Wauquiez, est quand même un peu de ce côté-là. En plus, ils disent, sa tendance, je ne sais pas comment on peut dire, qu'il y a une fraction non négligeable de l'électorat républicain qui exige désormais des mesures radicales, je cite, pour en finir avec la chienlit, du mot qui revient, c'est-à-dire la délinquance, le terrorisme, l'immigration, les grèves et l'inefficacité des services publics. Pas mieux, hein? C'est sympa. Pas mieux. Donc, dans ces conditions, il semble que Laurent Wauquiez, qui ne dit rien, qui ne dit trop rien pour l'instant, veuille, après son élection, aller plus loin. Comme c'est quand même un vieux briscard de la politique, il n'a pas intérêt à trop chanter qu'il est en négociation, en pourparlers ou avec le Front National. Il va laisser le Front National se dépatouiller, se débrouiller. Et mon hypothèse, c'est que dans le cadre de la recomposition générale, on est de fortes chances d'avoir un pôle droite. Parce que Wauquiez va droitiser la droite, quoi, en fait. Alors, ce que veut, alors c'est clair aussi dans ces trucs, là, ce qu'il veut, prendre la direction des Républicains. Le reste, on laisse de côté. 2, il attend que le FN se refonde par son congrès, en l'espérant plus fréquentable. Alors c'est vrai que c'est pas fait, mais on peut quand même donner un crédit à cette hypothèse de l'émergence d'un bloc de droite bien dur et droitisé. Ça se fera dans le temps, je ne suis pas dans le mar à café. Et sur un plan politique, je dirais que si on reprend une analyse de classe, c'est que les dominants, les classes dominantes, la bourgeoisie notamment, a intérêt à ne pas avoir qu'un seul fer au feu. Et là, pour l'instant, Macron, mais rien ne dit que Macron va réussir jusqu'à la fin de son quinquennat. Donc, de mon point de vue, mais ça se discute, les classes dominantes ont intérêt à remettre un peu d'ordre, entre guillemets, pour se constituer une forme d'alternative, mais toujours à droite, avec les mêmes thèmes, néolibéral, européiste, etc., etc. Donc voilà ce que j'avais à dire sur cette recomposition en cours et à droite. J'ai sans doute oublié combien? Ça va aller plus vite pour avec le Front National. Vous voulez poser des questions, il n'y a pas de souci, parce qu'on était dedans, quoi. On avait un candidat face à chaque candidat du FN au Ardennes. Donc la montée du FN, etc., etc. Mais que se passe-t-il? Alors, je
prends un biais là, qui est peut-être partiel, petit. Et je prends comme point de départ le fait que le culte du chef est fondamental au Front National. Ça l'a toujours été. Du temps de Jean-Marie Le Pen, mais aussi de Marine Le Pen. Or, le chef, Madame Le Pen, n'apparaît plus infaillible. Elle n'apparaît plus infaillible parce qu'elle s'est plantée dans son pseudo-débat avec Macron, qu'elle a sous-estimé. Madame Le Pen, ça on l'entend aussi de quelques-uns de ses collaborateurs, quoi, hein, quand on a l'occasion maintenant de discuter avec des députés FN, ou bien d'écouter. Les mecs disent elle ne travaille pas les dossiers. Marine Le Pen, c'est la communication, l'image, le meeting, mais le débat, niet, parce qu'elle ne travaille pas les dossiers. Et ils expliquent que Philippot était là, lui, derrière, pour fournir, préparer, etc., etc. Je pense que c'est pas loin de la vérité. Alors, au niveau de Marine Le Pen, elle a quand même instillé le doute parmi ses militants, mais aussi parmi la population, puisque son revirement sur la sortie de l'euro et de l'Union européenne, elle a été témoin, puisque, bon, pour l'anecdote, sur un marché pendant la campagne électorale, avec un stratagème un peu, mais qui a marché, Jacques a coincé Marine Le Pen. Il y a une vidéo d'ailleurs sur le... Et, bon, ça n'a pas été trop difficile hein, de la coincer. Et Jacques lui pose la question, il lui demande un débat. Il lui dit, Madame Le Pen, alors l'euro... Et sa réponse, c'est, vous savez, c'est compliqué. Les gens ne sont pas prêts. C'est plus trop d'actualité. Et ça, on était au mois de juin. Hein, ça s'est développé après. Donc, le fait d'abandonner cette question de l'Union européenne, de l'euro, quelque part, et surtout de la souveraineté nationale, risque de lui poser quelques soucis. Tout au moins, nous, on a peut-être là une piste à creuser quoi, pour un électorat qui, pour elle, est encore populaire. Hein. Alors, quid bon, en plus de Marine Le Pen, quoi, sur le plan politique, si on parle du plan organisation, Marine Le Pen n'a jamais tranché non plus. Bon, en plus, elle ne travaille pas trop, elle fait beaucoup de selfies, mais elle n'a pas tranché ce qui peut exister dans tout parti. Entre la ligne de Marion et puis la ligne de Florian Philippot. Résultat des courses, les deux sont partis. C'est quand même pas très sain, quoi, avant un congrès. Alors je dis ça parce qu'il y a peut-être du grain à moudre, il y a peut-être des choses à réfléchir plus avant. Alors un mot sur Florian Philippot. Bon, il a créé les Patriotes, une association au départ, dès le mois de juin. Il a été rendu responsable de la défaite de Madame Le Pen. Bon, ça, c'est leur popote interne. Son départ, c'est lui qui part, en fait. Hein, on le pousse dehors, mais il part. N'a pas suscité un grand emballement, ni parmi les cadres du Front National, que ce soit le bureau politique, que ce soit les parlementaires, et que ce soit, donc, entre guillemets, les dirigeants politiques. Il n'aura aucun soutien. Et de plus, dans ces conditions, il n'aura pas non plus de moyens. Il n'a pas d'élus, il n'a pas d'implantation locale, et pour faire fonctionner un parti qui a des ambitions, ça veut dire, il faut des moyens, il faut des réseaux, il faut de la communication. Bon, moi, c'est un point de vue personnel, hein, on peut en discuter. Et Florian Philippot
En fait, ce qui le caractérisait, c'était qu'il voulait capter, ancien chevènementiste hein, quand même, il voulait capter une partie de l'électorat du nom de gauche de 2005. Et il mettait sous l'éteignoir les propos xénophobes, racistes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y était pas, hein, mais il mettait sous l'éteignoir. Ce n'était pas sa priorité. Et il s'est retrouvé opposé à une autre ligne, hein, qui est celle qui est plus compatible avec la culture du Front National, celle qui est xénophobe, raciste, populiste, au mauvais sens du terme. Et donc, on voit arriver les anciens maigretistes, hein, notamment Nicolas Bay, qui est de la droite pure et dure, et qui reprennent, eux, le gauche. Voilà, donc, pour les reports, hein, Philippot, moi je l'ai lu, ça, voulait penser récupérer une partie de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, au deuxième tour, et les stats disent que c'est planté, quoi, ça n'a pas marché. L'hypothèse a été foireuse. Donc voilà, actuellement on a un FN qui est inaudible, qui ne dit plus rien, qui ne dit plus, bon, ils sont en congrès, en sachant que Mme Le Pen a également fait une tribune, puisque entre être présidente d'un groupe parlementaire au Parlement européen, qui comptait je ne sais plus combien de membres, et se retrouver comme 5 députés et pas de groupe à l'Assemblée nationale, elle limite donc son pouvoir d'impact sur la politique. Maintenant, tout se passe chez eux, c'est en train de... Ils ont un congrès, je crois que c'est en décembre, je ne sais plus, décembre. Donc, voilà donc sur cette recomposition ce que j'avais à dire. Et puis on pourra donc, également répondre aux questions.